Djenné et Carré, dans la commune d'Atekoubé. Les populations se sont réveillées dans la tristesse et la désolation ce lundi matin. Un incendie s'est déclaré entre 2h et 3h du matin dans un maquis du quartier. Serveuses, gérants et DJ ont péri dans les flammes. Bilan 6 morts. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame. C'est aux environs de 3h du matin que j'ai entendu des cris. Au secours, au feu, au feu. Je sors, je voyais les flammes dans le ciel. Surtout, je me suis approché. Donc, j'ai pris mon véhicule, me rendre au 28e, alerter les forces de la police. Ce sont eux qui ont appelé les pompiers. Et puis ensuite, ils ont averti aussi la CIE. Puis ensemble, vers 3h40 du matin, nous sommes retrouvés sur les lieux. Les agents de la CIE ont fait ce qu'il y a à faire parce que les câbles électriques et tout ça étaient en feu. Ils ont circonscrit, qu'on appelle ça, les flammes de l'électricité. Et puis les pompiers se sont mis au travail pour circonscrire les flammes. À la fin de cette opération, dans les décombres, nous avons dénombré 5 d'abord, 5. Et au petit matin, après le départ des pompiers, et en fouillant, nous avons retrouvé encore un autre corps. Aujourd'hui, nous étions à la maison. À midi, il y a mon grand frère qui m'a appelé. J'étais en train de manger et il m'a dit qu'il y a Sinclair qui est mort où il travaille. Donc nous sommes venus. Moi-même, je ne croyais pas. Donc comme nous sommes arrivés, vraiment, on n'a pas trouvé notre grand frère. Et les dames qui étaient à côté, elles ont dit non. C'est à partir de 2h du matin que ça a commencé. Que lui-même, il était beaucoup fatigué. Donc vraiment... Aux environs de 3h, il y a un rescapé du maquis qui a pu sortir, qui est venu taper la porte de mes petits frères qui se trouvent à l'extérieur de la cour. Et ceux-là aussi, à leur tour, ils ont réveillé tous ceux qui étaient dans la cour, y compris moi. Donc c'est dans ce réveil maintenant, chez nous c'est des voleurs. Puis on dit ouvrez, sortez, sortez. Après j'ai vu que c'est le feu. Donc il fallait rentrer encore, faire sortir les enfants. C'était pareil aussi pour les voisins. Chacun a fait sortir les enfants, les femmes, et puis on les a amenés à quelques mètres du maquis pour pouvoir maintenant secourir. Une enquête est ouverte par le commissariat du 28e arrondissement dans la commune d'Atekoubé pour élucider les causes de ce drame. Des minicars stationnés, des magasins ouverts, des voyageurs qui s'empressent à embarquer dans un véhicule. La gare de Bassam dans la commune de Trècheville retrouve son ambiance habituelle après 2 semaines de fermeture. Une réouverture à la grande joie des voyageurs, conducteurs et commerçants. On remercie Dieu d'abord parce qu'on risque nos vies pour traverser le boulevard chaque jour. Maintenant, puisque la gare est rouverte, on espère que ça continuera ainsi. Nous avons perdu toute la clientèle. On n'arrive plus à faire la recette qui se doit. Nos patrons étaient fâchés. Certains voitures même ont été arrachées parce qu'ils disent que le chauffeur n'arrive pas à faire lui son affaire. C'était un champ de bataille à notre gare. Voilà pourquoi ils ont fermé. Mais donc les gens ont peur de venir. Mais je pense que ça va aller comme c'est ouvert maintenant. Si aujourd'hui c'est repris, on dit Dieu merci, nous tous on est contents, on est satisfaits. C'est comme ça on veut. C'est tout ce qu'on cherche. Là comme ça tout le monde va gagner pour lui et puis il n'y a rien. La gare de Bassam avait été fermée depuis le 3 janvier dernier par les autorités suite à un affrontement entre 2 syndicats de transport qui revendiquaient la gestion. Cette action est le fruit de plusieurs jours de négociations entamées par le Haut Conseil des transporteurs avec les acteurs belligérants. De grosses têtes du football ivoirien comme Malik Toé, Anzouan Kakou, Kone Abakar ou Salif Bik Togo continuent de dire non et non au maintien du président de la Fédération ivoirienne de football Sidi Diallo à la tête de la FIFA. Composé de 4 groupements d'intérêts et de 38 clubs, le G42 s'est prononcé suite à la sortie du président de la Ligue professionnelle de football Sori Diabaté qui rejetait au nom du président Sidi Diallo la tenue d'une assemblée générale. Sur la situation actuelle, le G42 fait les précisions suivantes. C'est à la réception des requêtes individuelles que la FIFA aurait dû analyser la recevabilité des pièces qui lui ont été transmises. Le comité exécutif n'est pas juge de la régularité des pièces
qui lui ont été transmises. Cette compétence appartient à l'Assemblée générale qui vérifie toujours, en début de séance, la régularité de sa convocation et l'existence ou non du quorum nécessaire pour délibérer valablement. La gestion sportive, financière et humaine du président Sidi Diallo, les reproches des présidents de clubs qui les ont emmenés à organiser une assemblée générale pour la santé du football ivoirien. À bientôt 50 ans, Noëlla Garcia a enfin décroché le Graal. Cette mère de famille a signé il y a 1 an le premier CDI de sa vie. Alors là, c'est génial. Travailler en CDI, je pensais jamais. Je suis très émotive parce que c'est tellement... j'aurais jamais cru que j'aurais travaillé un jour. Jamais. Pas à mon niveau et pas à mon âge. Donc trouver un travail... Comme Noëlla, 53 chômeurs de longue durée à Pipriac et Saint-Ganton ont renoué avec l'emploi depuis 1 an. Et grâce à une idée toute simple, faire venir le travail aux chômeurs plutôt que l'inverse. C'est le principe de l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée, testée officiellement depuis 1 an et financée par la réaffectation des allocations chômage. Le principe, c'est ça, c'est de dire finalement, on va prendre ce que coûte le chômage de longue durée aujourd'hui pour financer ces emplois en partie. Ça ne coûtera pas plus cher à la société puisque c'est de l'argent qui est dépensé et ça nous permettra, nous, de créer les emplois. C'est l'entreprise TESEA qui embauche ses salariés et se charge d'imaginer des emplois autour des savoir-faire de chacun avec un impératif, créer des postes qui ne concurrencent pas l'emploi local existant. Entretien des espaces verts, transport, livraison, blanchisserie. Au total, TESEA recense plus de 30 activités différentes et les salariés sont tous polyvalents. Le soir, Valérie Garcia s'occupe des sorties d'école et la journée, elle fabrique des meubles en bois de palette. Un nouveau monde pour cette quadragénaire plus habituée des ménages. On m'aurait dit ça, que j'aurais fait ça, j'aurais rigolé en fait. Parce que moi, manier les machines, c'était pas mon truc et maintenant, il n'y a pas de souci. Pour éradiquer le chômage de longue durée sur ce territoire breton, TESEA devrait encore embaucher une trentaine de personnes, des embauches annoncées pour cette année. Comme Pipriac, 9 autres territoires français expérimentent cette idée dans un pays qui compte plus de 2,5 millions de chômeurs de longue durée. 15 janvier 2011, Tunis se réveille sans Ben Ali. Un mois de manifestation finit par faire vaciller 23 ans d'un règne. La veille, au terme d'une ultime journée d'émeute particulièrement violente à Tunis, le président Zine El Abidine Ben Ali quitte le pays. Une fuite en pleine nuit avec sa seconde épouse, Leila Trabelsi, 2 de leurs enfants et 1 de leurs gendres. Le premier ministre Mohamed Ghannouchi assure désormais l'intérim de la présidence avec le soutien de l'armée. Tout commence au mois de décembre par une révolte populaire déclenchée par l'immolation par le feu d'un jeune vendeur ambulant de Sidi Bouzid, excédé par la pauvreté et les humiliations policières. Ben Ali promet de quitter le pouvoir à l'issue de son mandat en 2014, pas suffisant pour ses opposants qui continuent de battre le pavé. Des manifestations hostiles au pouvoir qui dégénèrent le 14 janvier 2011 dans le centre de Tunis et dans plusieurs villes de province. Avec de violents heurts opposant des manifestants et des policiers anti-émeutes, une dizaine de civils sont tués par des tirs des forces de l'ordre. Plusieurs centaines d'émeutiers s'attaquent au domicile de la famille de la femme du chef de l'État tunisien. Le gouvernement décrète l'état d'urgence dans tout le pays avec un couvre-feu et l'interdiction des rassemblements sur la voie publique. Ce jour-là, Ben Ali annonce le limogeage de son gouvernement et l'organisation d'élections législatives anticipées dans 6 mois, mais trop tard. Acculé, il quitte son pays pour Djeddah sur les bords de la mer Rouge. Il vit actuellement en exil. Un mandat d'arrêt international et 2 demandes d'extradition ont été émis par Tunis contre l'ancien couple présidentiel. 7 ans plus tard, malgré de multiples condamnations par contumace en Tunisie pour détournement de fonds, détention d'armes et de pièces archéologiques, corruption et fraude immobilière, la famille Ben Ali est libre car au nom de l'hospitalité, l'Arabie saoudite refuse d'extrader les ressortissants musulmans.